Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 16 novembre. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. La France se prépare à une journée de blocage demain sur les routes en cause un mouvement de protestation contre la hausse des taxes sur le carburant. L'appel est lancé par les Gilets jaunes, un collectif de citoyens excédés par la baisse continue du pouvoir d'achat. Au Royaume-Uni, Theresa May parviendra-t-elle à surmonter la tempête? Après la démission de plusieurs ministres, elle pourrait désormais affronter un vote de défiance. Il est réclamé par des députés de son propre camp conservateur qui refusent le projet d'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne. La Californie face à un bilan humain considérable suite aux feux de forêt. Près de 70 morts officiellement, mais 600 personnes sont désormais portées disparues, un chiffre qui a doublé. Des milliers de maisons sont parties en fumée et les incendies se poursuivent. Enfin, l'artiste britannique David Hockney entre dans l'histoire. L'une de ses toiles s'est vendue aux enchères pour près de 80 millions d'euros, un prix record pour un artiste vivant. Bonsoir, bienvenue. C'est donc un samedi compliqué qui se profile sur les routes de France. Des blocages sont annoncés un peu partout sur le territoire. L'appel est lancé par un collectif de citoyens baptisé Gilets jaunes. Ils veulent exprimer leur ras-le-bol face à la hausse des taxes sur le carburant qui fait fondre un peu plus leur pouvoir d'achat. Les détails avec Stéphanie Morbois. La France en jaune, jour après jour, le mouvement de contestation contre la hausse du prix du carburant a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Toute la semaine, les Gilets jaunes ont organisé des répétitions en vue de la grande journée de manifestation de samedi. À l'appel de collectifs citoyens, quelques 1500 rassemblements sont prévus dans l'Hexagone. Opération escargot, blocage des axes routiers. Les Gilets jaunes appellent à une mobilisation générale. Je suis fatiguée. Moi, je vis avec même pas moins de SMIC. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de sortie. Je ne fais plus rien. Je fais que survivre. Je fais que payer mon loyer. Je fais que payer mon essence pour aller à Villefranche pour travailler. J'en ai ras la casquette, quoi. Il y a un sentiment de ras-le-bol général. Donc c'est une manière de dire au gouvernement ça suffit, quoi, changer de cible. Le taux de participation reste la grande inconnue du mouvement. Plusieurs sociétés d'autoroutes appellent purement et simplement leurs clients à différer ou éviter leur déplacement samedi. Le gouvernement, lui, n'a eu de cesse de le répéter. Le blocage total du pays ne sera pas toléré. Le délit d'entrave à la circulation est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Des ministres qui démissionnent, des députés de son propre camp qui appellent à un vote de défiance. Theresa May n'a jamais été autant sous pression, conséquence de l'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles sur le Brexit. Les partisans d'une rupture nette avec l'Europe ne veulent pas de ce texte, mais la Première ministre n'entend guère changer de cap. Audrey Tilve. C'est son propre camp qui pourrait précipiter sa chute, alors que la première ministre britannique traverse une véritable tempête politique depuis qu'elle a officialisé son accord avec Bruxelles il y a 3 jours. Les brexiteurs les plus farouches de son parti conservateur appellent au vote de défiance. En première ligne, le député et ancien secrétaire d'État au Brexit, Steve Baker. Si les collègues sont d'accord avec moi pour dire que nous ne pouvons pas tolérer cette politique, alors il est temps de reconnaître que cela est lié à la personne de Theresa May au poste de Première ministre. Il est de mon triste devoir de dire qu'il est temps d'organiser ce vote de défiance et de connaître la volonté du Parti conservateur. Pour lancer un vote de défiance, le Parti conservateur doit en recevoir la demande de la part de 48 députés au moins. Marc François en fait partie. Malheureusement, après y avoir longuement réfléchi, j'ai perdu ma confiance dans la Première ministre parce qu'elle a négocié un accord dénommé Chequers qui nous laisse un pied dans l'Union européenne et un pied dehors. Donc ce sera encore pire qu'actuellement. Mais tous ne tournent pas le dos à la Première ministre. Des poids lourds de son gouvernement lui ont réaffirmé leur confiance, tout comme des députés.
Ils parlent de faire de la Grande-Bretagne une sorte de Singapour. Ils parlent de ne pas avoir davantage de relations avec l'Union européenne qu'avec la Thaïlande. C'est le genre de choses qu'ils mettent dans leurs lettres. Pour eux, tout accord impliquant des compromis sur des questions pratiques, toute adhésion à une entité douanière, tout accord qui nous permettrait de vendre des biens librement sans règlement à la frontière serait inacceptable. Il était donc inévitable qu'ils soient contre. Tous les scénarios sont désormais possibles, de l'éviction de Theresa May au second référendum, en passant par un divorce sans accord avec l'Union européenne. L'ironie étant que selon de récents sondages, une courte majorité de Britanniques préféreraient rester dans l'UE. 2 jours après la conclusion d'un accord, les Londoniens interrogés ce vendredi restaient globalement sceptiques sur l'issue des négociations entre leur gouvernement et l'Union européenne. Mais rares sont ceux à en vouloir directement à Theresa May. Je sens que Theresa May s'en est très bien sortie. Elle a prouvé qu'elle avait de la bouteille, vraiment. Revenir en arrière pour dire « ce n'est pas un bon accord pour nous ». Ce n'est pas sa faute, elle a dû se débrouiller avec le vote des électeurs. Je ne suis juste pas d'accord avec le Brexit, je ne peux pas en dire plus, je pense qu'il devrait y avoir un autre vote. Je n'aime pas vraiment cet accord. Je pense qu'on n'aurait même pas dû en arriver là à l'origine. Il aurait fallu faire des planifications à l'avance, bien avant qu'on se retrouve dans cette situation. Le jour du référendum, quelqu'un aurait dû prendre un avion sans attendre pour discuter avec les Européens et leur dire « Qu'est-ce que vous nous donnez ?» Au final, ils nous auraient sans doute cédé quelque chose de bien meilleur. Mais ces Londoniens ne sont peut-être pas au bout de leur surprise. Si l'option d'un Brexit au forceps ne les enchante guère, l'absence d'accord tout court en cas de blocage politique pourrait en laisser certains encore plus amers. Le bras de fer se poursuit entre Bruxelles et Rome à propos du budget italien. La Commission européenne envisage désormais des sanctions après le refus du gouvernement populiste italien de revoir ses objectifs de déficit. Les détails avec Annelise Fantino. Bruxelles devrait prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de l'Italie, dont le budget défie les règles de l'Union. La Commission européenne doit remettre son rapport dans ce dossier mercredi. Les ministres des Finances disposent de 2 semaines pour y répondre et valider le lancement d'une procédure d'infraction avec plusieurs scénarios possibles. L'Italie pourrait être sommée de revoir son budget pour qu'il ne dévie plus des objectifs fixés par Bruxelles sous 3 mois. En cas d'échec, des sanctions jusqu'ici inédites pourraient être déclenchées. La Commission pourrait demander à Rome de mettre de côté l'équivalent de 0,2% de son PIB sans intérêt à la clé ou lui fixer un délai pour qu'elle prenne des mesures visant à réduire sa dette. S'il n'est pas respecté, des sanctions encore plus sévères sont à prévoir, notamment une amende qui peut grimper jusqu'à 0,2% du PIB, soit 3,4 milliards d'euros, mais aussi la suspension de subventions européennes et une surveillance budgétaire plus étroite de la part de la Commission et de la BCE. Pour protéger les ménages et les entreprises de la hausse des taux d'intérêt, les pays très endettés ne devraient tout simplement pas augmenter leurs dettes. Et tous les pays devraient respecter les règles de l'Union économique et monétaire. À terme, l'Italie pourrait subir des sanctions encore plus dures, comme une amende pouvant atteindre un demi-point de PIB, mais aussi une réduction des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement. En Californie, le bilan des victimes des feux de forêt s'alourdit de jour en jour. Et cette fois, un chiffre inquiète particulièrement, c'est celui du nombre de disparus. Plus de 600 personnes sont désormais portées manquantes, un chiffre qui a doublé. Paradise, près de Sacramento, n'est plus qu'une ville fantôme. Christophe Garache. Voilà ce qui reste de Paradise. Dans cette petite ville californienne au nord de Sacramento, des quartiers entiers ont été ravagés par les flammes. Et le bilan humain s'annonce plus terrible encore. Outre les dizaines de morts déjà recensés, ce sont désormais près de 600 habitants qui sont aujourd'hui portés disparus, probablement brûlés vifs dans leur maison ou leur voiture. Face à ce drame, les autorités envisagent désormais des mesures drastiques pour éviter une reconstruction anarchique des quartiers détruits par les incendies. Nous allons devoir mieux gérer nos forêts, explique le gouverneur de l'État. Nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment. Nous allons devoir construire des abris pour que les gens puissent s'échapper lorsque ces terribles incendies dégénèrent. Et oui, nous allons devoir faire face au changement climatique.
En attendant, les incendies n'ont toujours pas été circonscrits. Dans le sud de la Californie, près de Malibu, un gigantesque brasier a déjà consumé près de 40 000 hectares. Les pompiers espèrent en venir à bout d'ici lundi grâce à l'amélioration des conditions climatiques. Samedi, Donald Trump est attendu sur place pour rencontrer les victimes de ces incendies, dont une grande partie vivent désormais dans des campements improvisés. Au total, ce sont près de 50 000 personnes qui ont été évacuées. À Paradise, la plupart des habitants ont tout perdu. L'état de catastrophe majeure a été décrété pour toutes les zones incendiées. Un mois et demi après le meurtre de Jamal Khashoggi, ses proches n'ont toujours ni corps ni explication. Une prière de l'absent a eu lieu aujourd'hui à Istanbul, où le journaliste très critique à l'égard du royaume saoudien a été assassiné. À Riyad, la justice saoudienne a déjà mis hors de cause le prince Ben Salman. Unis dans la prière, à la mosquée Fatih d'Istanbul. Vendredi matin, cette foule compacte a rendu hommage à Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné en Turquie. Des amis du défunt ont prononcé la prière de l'absent, un rite prévu dans l'islam pour les morts dont le corps a été détruit ou est introuvable. Organiser des funérailles sans corps n'est pas normal. Mais cette cérémonie symbolique éclate au visage de ceux qui ont commis le crime. Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi il a été tué. Devoir répondre à ces questions est un cauchemar pour ces assassins. Et cela va empirer. Sur ces images de vidéosurveillance datées du 2 octobre, on voit le journaliste saoudien entrer au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il n'en est jamais ressorti. On a appris plus tard que Jamal Khashoggi avait été drogué, tué et démembré. Son meurtre a provoqué une onde de choc mondiale et gravement terni l'image de l'Arabie Saoudite, notamment celle du prince héritier Mohammed Ben Salman. La justice saoudienne réclame la peine de mort contre 5 accusés. Le prince héritier a été mis hors de cause. La presse turque pense pourtant qu'il est lié au meurtre. Khashoggi était un éditorialiste critique du pouvoir saoudien, en particulier du prince Ben Salman. C'est un verdict qui fera date. Pour la première fois, le tribunal international a reconnu le génocide Khmer Rouge au Cambodge. 2 anciens dirigeants ont été condamnés à la prison à perpétuité. Ce génocide, dans les années 70, a fait environ 2 millions de morts. Christophe Garache. C'est un verdict historique. Pour la première fois au Cambodge, un tribunal international parrainé par l'ONU a condamné vendredi 2 anciens dirigeants khmers pour génocide. Nuon Chea, 92 ans, était l'idéologue des Khmers rouges. Quant à Khieu Sampan, 87 ans, il était l'un des chefs politiques. Les juges internationaux ont condamné les 2 hommes à la prison à vie. Les 2 accusés avaient déjà été condamnés pour crimes contre l'humanité. La dictature khmer est responsable de quelques 2 millions de morts au Cambodge entre 1975 et 1979. Le tribunal international a établi que le régime avait organisé le massacre de masse de Vietnamiens issus de minorités religieuses, musulmanes notamment. Un véritable nettoyage ethnique constitutif d'un crime de génocide. La reconnaissance des atrocités commises par les Khmers rouges aura pris plus de 40 ans avant qu'un tribunal international soit enfin installé. Quant à Pol Pot, le frère numéro 1 du régime khmer, il est mort en 1998 sans jamais avoir été jugé. Allez, du sport à présent avec la suite de la Route du Rhum, la célèbre course transatlantique en solitaire qui relie Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et c'est le Britannique Alex Thomson qui a franchi le premier la ligne d'arrivée dans la catégorie monocoque. Mais il a écopé de 24 heures de pénalité alors qu'il avait allumé ses moteurs pour se sortir des rochers. Guillaume Petit. C'est en début de matinée ce vendredi à Pointe-à-Pitre que le Britannique Alex Thomson devient le premier monocoque à franchir la ligne d'arrivée. La fin d'une dernière journée sur la Route du Rhum, compliquée. 10 heures plus tôt, en pleine nuit, le skipper alors en tête de la classe des IMOCA percute le pied d'une falaise au nord de la Guadeloupe, à 140 km seulement de l'arrivée. Son bateau est endommagé dans la collision, comme en témoignent ses fissures. Mais Alex Thomson utilise son moteur pour se dégager. Raison pour laquelle, à l'arrivée, le jury lui inflige une pénalité de 24 heures. Une sanction qui éloigne ses chances de victoire en attendant l'arrivée de ses concurrents.
On termine ce journal avec ce nouveau record dans l'univers de l'art et des enchères. Une toile de David Hockney a été adjugée à plus de 90 millions de dollars, environ 80 millions d'euros. Il s'agit désormais de la toile la plus chère d'un artiste vivant. Adjugée, vendue. Cette toile du peintre britannique David Hockney pour 90,3 millions de dollars, soit un peu plus de 79 millions d'euros. À l'issue de ces enchères organisées à New York par la maison Christie's, cette œuvre iconique intitulée Portrait of an Artist a pulvérisé tous les records pour un artiste encore vivant. J'espère qu'il est heureux. J'espère qu'il n'est pas contrarié que l'on ait vendu pour autant d'argent. Je l'admire. Je suis un grand fan. J'ai parlé de lui et j'ai beaucoup pensé à lui ces derniers mois. Alors j'espère qu'il est heureux. Mais c'est un artiste. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est fabuleux. Il le sait. Mais de cette somme, David Hockney ne touchera pas un centime. Une vente d'autant plus impressionnante que l'artiste britannique, aujourd'hui âgé de 81 ans, avait déjà vendu le tableau en 1972, mais pour 20 000 dollars seulement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée et bon week-end sur Euronews.